Amis chercheurs de vérité, vous le savez, depuis la démocratisation d'Internet et la prise de parole des chercheurs de vérité, c'est comme ça que je les nomme, les autorités, les propagandistes, ceux qui dominent ce monde, nous traitent de complotistes, de paranoïaques. Ils nous expliquent qu'Internet a fait naître les théories du complot. À cause d'Internet, des théories farfelues ont vu le jour, selon eux. Certes, il faut filtrer. Il faut faire attention aux informations qui viennent à nous pour savoir où se trouve la vérité. Mais ignorer l'existence d'un complot mondial est aussi stupide que de croire que nous sommes dirigés par des reptiliens. La vérité est dans le juste milieu. Permettez-moi aujourd'hui de vous parler de Serge Monast. Serge Monast est un Québécois. Il s'est exprimé sur le complot mondial bien avant l'existence d'Internet. À cette époque, lorsque Serge Monast prenait la parole, on le prenait pour un illuminé. Le père Reginbald et Serge Monast avaient une spécialité: l'infiltration et la collecte d'informations ultra confidentielles, bien avant l'époque de l'existence d'Internet. Et je vous invite donc aujourd'hui, à la lecture de ce texte, de mettre en perspective l'écart qui existe entre ce monde de 1985 et ce qu'annonce Serge Monast. C'est tout simplement stupéfiant. Ce document est issu d'une loge crypto-maçonnique dénommée 666. Nous sommes dans les années 80. Nous sommes dans une réunion secrète où le gratin de ce monde parle de leur projet de nouvel ordre mondial. Le chef s'exprime. Il prend la parole. Les 18 dernières années furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps. Assez court, dois-je vous avouer en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie, dont nous contrôlons financièrement les grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec Monsieur de Rothschild dans les années 56, qui avaient pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus, car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs et leur rattachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni conscience ni morale aucune, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre. Surtout, ces machines accomplissent sans discuter tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont ont tant rêvé nos prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de se douter qu'un jour, il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines, sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et l'outil de nouvel ordre mondial. Elles en sont la pierre angulaire, l'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial dont nous contrôlerons les leviers supérieurs nous servira à immobiliser la population. Comment?
Comme vous le savez, la structure de base de notre nouvel ordre mondial est composée, dans son essence, d'une multitude de réseaux divers, couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine, sur toute l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, donc dans les années 80, tous ces réseaux étaient reliés entre eux par une base idéologique commune, celle de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Faire de l'homme une divinité. Ainsi, grâce à tous ces réseaux unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme, nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous les pays occidentaux et en modifier la base judéo-chrétienne. Le résultat est qu'aujourd'hui cet homme, qu'il fasse partie du politique, de l'économie, du social, de l'éducation, du scientifique ou du religieux, a déjà, depuis notre dernière réunion de fin juin 1967, abandonné son héritage passé pour le remplacer par notre idéal de religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Stop. C'est vraiment un projet satanique. Je poursuis. Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus, en définitive, que lui soit proposée une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre, celle du village communautaire global, comme il sera le centre. Et c'est précisément ce que nous lui apportons en l'encourageant à faire partie, corps et âme, de ce réseau électronique mondial où les frontières des États-nations étaient à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs. Pour notre compte, nous verrons à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité pour nous ne pourra nous échapper. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable par nous, nous verrons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en nous ayant servi de la chute de l'économie des États-nations et des oppositions et des revendications des divers groupes composant ces mêmes États. Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial. 1. Décupler la société des loisirs qui nous a été si profitable à date, en nous servant de l'invention du vidéo, et nous avons financé et des jeux qui lui sont rattachés. Finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un individualiste par nature et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. 2. Encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-nations à échanger leur dette intérieure contre la perte de 33% de tout leur territoire demeuré à l'état sauvage. 3. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant dès son tout jeune âge à l'univers des ordinateurs. Utilisons pour cela le système d'éducation, un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlerons. 4. Sur un autre plan, établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations, à les isoler en factions diverses et au moment voulu,
à les opposer farouchement les uns aux autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces nations. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, nous faisons en sorte que nos agents déjà infiltrés dans les ministères des Affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-nations fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières. Par des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations ciblés, nous provoquerons chez elles un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de ces territoires. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. 6. Ce libre-échange, qui en réalité n'en est pas un, car il est déjà contrôlé par nous tout au sommet de la hiérarchie économique. Noyons-le en 3 commissions latérales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique, celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à l'intérieur des États-nations par la hausse du chômage relié aux restructurations de nos multinationales. 7. Transformons lentement mais sûrement nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché, tels que l'Europe de l'Est, la Russie et la Chine par exemple. Nous nous en fichons bien pour l'instant si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès en premier lieu à une main-d'œuvre d'esclaves que nous offrent ces pays et ceux du tiers-monde. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas en place pour nous? Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère et auprès de notre Fonds monétaire international et notre Banque mondiale? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique, d'une liberté politique, alors qu'en réalité, nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer les portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront des pertes importantes de revenus pour les États-nations. 8. Ainsi, nous mettrons sur pied une économie globale à l'échelle mondiale qui échappera totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités à l'échelle mondiale. 9. Par cette économie indépendante, n'ayant de lois que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une nouvelle culture, mais nivelée, uniforme pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe. Les artistes futurs seront à notre image, ou bien ne pourront pas survivre. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes, comme cela fut si souvent le cas par le passé. Vous comprenez pourquoi maintenant les gens du show business reprennent les codes visuels de cette élite mondialiste? Vous les connaissez tous, les triangles, l'œil, ces concerts sataniques. Pour ne parler que du show business. 10. Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations, telles que celles des États-Unis, dans des buts humanitaires. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi, les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre esclave. 11. Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier, libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme en asservissant ces derniers à notre système économique, où il n'aura pas le choix de devenir notre esclave et même un futur criminel. 12.
dans ces transferts à l'étranger de multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation massive des produits de base à l'intérieur des États-nations et, du même coup, nous aurons surchargé ces États par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tout genre, d'illettrés et de sans-abri. 13. Par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, à même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. 14. Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations nous fourniront un prétexte d'utiliser notre FMI pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale. 15. Par ces mesures budgétaires d'urgence, nous briserons ainsi le financement des États-nations pour tous leurs méga-projets qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie. 16. D'ailleurs, ces mesures d'austérité nous permettront de briser leur volonté nationale de structures modernes dans les domaines d'énergie, d'agriculture, du transport et des technologies nouvelles. Stop. C'est exactement la situation que nous vivons aujourd'hui. Je reprends. 17. Ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci traduira à l'intérieur des États-nations par la réduction volontaire des salaires, les départs volontaires avec remise de médailles pour services rendus, ce qui nous offrira les portes à l'instauration partout de notre technologie de contrôle. Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs à notre service. Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main-d'œuvre policière et militaire des États-nations, sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveil de soupçon. Nous nous débarrasserons une bonne fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. Cette restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé, de même que tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par de jeunes recrues dépourvus de conscience et de morale, et déjà tout entraînés et favorables à l'usage inconsidéré de notre technologie de réseau électronique. Stop. Nous sommes dans les années 80. Aujourd'hui, la situation est celle-ci. La France a privatisé son armée et les jeunes recrues n'ont aucun problème avec le fichage, la surveillance, Internet, etc. Alors que l'ancienne génération avait une morale et une conscience. 19. Dans un même temps, et toujours sous prétexte de coupure budgétaire, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'Organisation des Nations Unies. 20. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation d'un mandat international des Nations Unies. De force de paix sans pouvoir décisionnel, nous n'amènerons à devenir une force d'intervention où seront confondues en toute homogène les forces militaires des États-nations. Cela nous permettra d'effectuer sans combat la démilitarisation de tous ces États de manière à ce qu'aucun d'entre eux dans l'avenir ne soit suffisamment puissant, indépendant, pour remettre en question notre pouvoir mondial. 21. Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons les forces actuelles des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité des forces dans sa forme actuelle. La frustration aidant et poussée à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale, ou plutôt afin de protéger à tout prix la paix. 22.
L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires crée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États, croulant sous le fardeau des problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. 23. Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des États-nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire. Ce centre permettra aux différents corps policiers des États-nations d'avoir rapidement accès à des banques de données, stop, big data, je reprends, sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur la planète. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire et les liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire nous aidera à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international doublé d'un système judiciaire mondial. L'un pour les affaires civiles et criminels individuels et l'autre pour les nations. 24. Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il sera impérieux de nous compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des États-nations. Pour ce faire, nous accélérons le plan Alpha mis en œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce plan à l'origine visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui. Par l'intervention de tireurs fous, créer un climat d'insécurité dans la population pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu. Orienter les actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle ou encore des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu. Aujourd'hui, afin d'accélérer le contrôle des armes à feu, nous pourrons utiliser la chute des conditions économiques des États-nations qui entraînera avec elle une déstabilisation complète du social, donc augmentation de la violence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démontrer, frères, le fondement de ce contrôle des armes à feu. Sans celui-ci, il deviendra presque impossible pour nous de mettre à genoux des populations des États visés. Rappelez-vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne de 1930 avec des nouvelles lois mises en application à l'époque. Lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des États-nations pour ce même contrôle. Les dernières étapes se rapportent à la phase oméga, expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des années 70. Elle renferme la mise en application à l'échelle mondiale des armes électromagnétiques. Les changements de climat entraînant la destruction des récoltes, la faillite dans ces conditions des terres agricoles. L'avenir du contrôle des populations de ces États passe obligatoirement par le contrôle absolu de la production alimentaire à l'échelle mondiale et par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la planète. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser l'électromagnétique, entre autres, pour déstabiliser les climats des États les plus productifs sur le plan agricole. Quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée par l'augmentation des populations qui poussera sans restriction la dénaturation par des moyens artificiels des produits alimentaires de consommation courante, l'empoisonnement de la nature par une condition exagérée et inconsidérée et l'utilisation massive des produits chimiques dans l'agriculture. Tout cela, frères, mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des États-nations. 26. L'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre dans des régions industrielles les plus importantes des États-nations contribuera à accélérer la chute économique des États les plus menaçants pour nous, de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de notre nouvel ordre mondial. Il existe un nombre incalculable d'exemples de catastrophes naturelles qui ont détruit des pays
producteurs, des inondations, des tremblements de terre. 27. Qui pourra nous empêcher? Qui pourra se doter des moyens utilisés? Ceux qui se dressent contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, au mensonge, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créés au sein des peuples des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi, ces individus indépendants, qui sont les plus dangereux pour nous, justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. L'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le chômage, la propagande pour la libération de la drogue, l'abrutissement de la jeunesse des nations, l'idéologie du respect de la liberté individuelle, diffusée au sein des églises judéo-chrétiennes et à l'intérieur des États-nations, l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté, les conflits interethniques et notre dernière réalisation, la restriction budgétaire. Tout cela nous permet enfin de voir l'accomplissement ancestral de notre rêve, celui de l'instauration du nouvel ordre mondial. Serge Monast et son ami le père Reginbald annoncent en 1985 l'existence de ce nouvel ordre mondial. En 1985. Certes, il est difficile pour nous aujourd'hui de comprendre quelles étaient les mentalités de l'époque. Mais ces deux personnes avaient tout compris bien avant l'existence d'Internet. Sachez que Serge Monast et le père Reginbald sont tous deux morts de mort prématurée. This is an historic moment. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. When we are successful, and we will be, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes. On a avec nous M. Serge Monast. Bonjour, Serge. Le ministère de la Justice des États-Unis. Plusieurs endroits encerclés qui représentent les endroits où il y aurait, semble-t-il, des camps de concentration, plus de 140 camps de concentration dans le projet Rex 84. Des journalistes américains m'avaient envoyé un dossier. C'était le programme du ministère de la Justice des États-Unis et du ministère de la Défense concernant l'établissement des camps de concentration. Les journalistes qui m'ont envoyé ça m'ont fait savoir que le dossier n'avait jamais été publié au complet aux États-Unis. Il y avait le directeur du Oakland Tribune en 1976 qui avait fait un article sur un des paragraphes, en fin de compte, concernant ce dossier-là. Malheureusement, une semaine après, sans qu'on sache pourquoi, il était mort. Et lorsque les journalistes m'ont envoyé ça, ils m'ont demandé, ils ont dit, écoute, Serge, on aimerait savoir ce que tu en penses, puis que tu puisses faire des vérifications sur un dossier qui est réel et qui est croissant en même temps. J'ai fait des recherches, j'ai appelé à plusieurs endroits à travers les États-Unis et en Australie. J'ai reçu d'autres documents, soit d'ordre économique ou dans d'autres domaines, au niveau militaire, policier et autres, et qui m'ont confirmé qu'effectivement, non seulement il y avait un programme d'établissement de camps de concentration, mais que celui-ci était beaucoup plus élaboré que le document original le laissait croire au départ. La majeure partie de ces camps-là sont situés soit à proximité ou à l'intérieur de bases militaires américaines, mais ce qui est quand même bizarre, comme celle qui se trouve en Floride, c'est que dans une base militaire, dans une prison militaire, on retrouve des prisonniers de droit commun au niveau civil. Fini par découvrir qu'on maintenait un nombre très limité de prisonniers civils pour tenir les camps d'activité, mais que certains de ces camps-là pouvaient contenir jusqu'à 100 000 prisonniers et plus. Il est à remarquer qu'on est en train, en même temps à l'heure actuelle aux États-Unis, de mettre sur pied ce qu'on appelle une force de police nationale tout à fait spéciale, dont, d'après les sources d'information que j'ai, les uniformes sont noirs, les chars d'assaut sont noirs, les hélicoptères sont noirs, tout l'équipement est noir d'un bout à l'autre avec des sigles rouges dont j'attends des copies.
C'est un triangle Rouge. rouge, effectivement, avec supposément 3 sets renversés qui correspondaient à des 6, tout différents, tout dépendant de l'endroit, l'angle sur lequel on le regarde. Un abonné qui a communiqué avec moi puis qui avait présenté le document à un de ses amis, qui est un ex-agent de la CIA, qui vit dans les Laurentides. Et les deux réactions, puis je considère que c'est une confirmation pour le numéro que j'ai publié, c'est que l'ex-agent de la CIA a confirmé qu'effectivement, toutes les sources d'information dans la revue étaient réelles, et il a aussi manifesté son énorme surprise à savoir comment ça se faisait qu'un journaliste canadien puisse posséder autant d'informations que ça, surtout sur des sujets qui n'ont jamais été publiés nulle part. De sources sûres, avec preuve à l'appui, on sait que par le biais des Nations Unies, on veut instaurer un nouvel ordre mondial pour l'an 2000, avec un énorme spectacle cosmique, ainsi de suite, toute la patente pour être sûr d'impressionner les gens. Mais pour revenir aux camps de concentration, les camps de concentration sont organisés de manière à servir à la première étape de camps de rééducation pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'établissement et rééduquer les gens en fonction qu'ils soient capables d'accepter un nouvel ordre mondial, même s'ils ne veulent pas. Pourquoi être contre un nouvel ordre mondial? Que le gouvernement mondial qui va s'instaurer s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Si un journaliste, à l'époque de 1930, avait poussé une enquête aussi loin que ce dossier-là, à cette époque-là, ça aurait changé beaucoup de choses. Leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes, parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer, parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là. On a dérégionalisé sur toute la planète, et on a juste à regarder les cartes, en fait, compte géographiques de 1930 au niveau agricole, et les cartes géographiques au niveau agricole de 1990, pour se rendre compte de quelle manière on s'y est pris au niveau planétaire pour ramasser les gens au niveau des villes. Leur enlever tout moyen d'indépendance. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est de les rendre dépendants, absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. L'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation, et de quelle façon qui s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à leur faire croire que les valeurs qu'ils possédaient auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui aura soit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça. On lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours. Elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre. Tous ses biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés. Et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tout est en place à tous les niveaux. On est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en rendent compte, parce que pendant ce temps-là, on leur donne du pain et des jeux. On leur donne des loteries, on leur donne n'importe quoi pour qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. Au niveau des Nations Unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. Et ceux qui font partie d'un franc-maçonnerie comme étant un club tout simplement social comme il y en existe au Québec, les gens se rendent compte, ils ont des pique-niques de fin de semaine, des choses, il n'y a rien de dangereux dans ces loges-là au Québec. On ne parle pas de la même chose. Société secrète, où les puissants de ce monde se retrouvent en catimini régulièrement pour décider du destin de l'humanité. Le fondateur de cette société est Adam Weishaupt, 1748-1830, originaire de Bavière, où il suivra également l'enseignement des jésuites et deviendra professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt.
un groupe se formera, Bilderberg, où David Rockefeller en sera le cofondateur. Ce groupe comprend les Bush, les Rothschild, les Harriman, les Russell, les Dupont, les Windsor et d'autres familles royales européennes. Pour terminer, le pape de Rome retrouvera comme au IVe siècle son rôle de chef et de guide dans le syncrétisme religieux. Il y a plusieurs siècles, l'empereur Constantin désirait créer un nouvel ordre mondial, car l'Empire romain commençait à s'effriter. Voyant que le christianisme devenait une entité dominante, il l'a pris comme pilier de son ambition politique. Afin de concrétiser son objectif, il convoqua le concile de Nicée en 325. Il prit soin de conserver les anciennes religions païennes pour ne pas heurter aux diverses sensibilités. Le gnostisme, le zoroastisme, le mitraïsme, ainsi que des pratiques de religion babylonienne et égyptienne. We believe in one God, the Father Almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one substance. Par décret impérial, Jésus-Christ est déclaré unique Fils de Dieu. Tout autre avis est interdit. Ceux qui ne sont pas d'accord sont exterminés. Ce syncrétisme religieux prit le nom de catholicisme, en grec katholikos, qui signifie universel, et fut sous l'autorité papale qui commençait à prendre du pouvoir et de l'argent pour s'affirmer définitivement au courant du IXe siècle. Cette tour de Babel dura un certain temps. Il y avait également dans l'Empire la monnaie unique. La hiérarchie catholique romaine, maîtresse en la matière, inventa une série de légendes autour de l'empereur Constantin. N'est-ce pas l'Église catholique romaine qui écrivait l'histoire en ce temps-là? Je voudrais préciser que sur la place Saint-Pierre, il y avait un obélisque égyptien, et pour cacher aux chrétiens la véritable intention du Vatican, ils dressèrent à son sommet une croix. Lorsque les papes se faisaient promener sur la Sedia Gestatoria, il y avait les flabelli, genre d'éventail en plumes d'autruche, que les pharaons de l'ancienne Égypte utilisaient également. L'œcuménisme est un mouvement visant à rassembler les églises chrétiennes en une seule. Par contre, la pratique actuelle tend à l'œcuménisme culturel, c'est-à-dire en la réunion de plusieurs religions et doctrines différentes, en nous faisant croire que toutes les religions ont le même Dieu, ce qui est totalement faux. L'œcuménisme ne vient pas de Dieu et n'est pas biblique. C'est une séduction des derniers temps. Nous devons donc prier et parler. Il vaut mieux être divisé par la vérité qu'être uni dans l'erreur. Il existe une division qui est bonne et nécessaire, qui est le résultat d'être séparé de l'erreur par la vérité. Malheureusement, beaucoup de chrétiens participent de plus en plus à des réunions œcuméniques. Sous les prétextes, nous sommes tous des frères. Nous avons tous le même Dieu. Juifs, bouddhistes, musulmans, eh bien non, nous n'avons pas tous le même Dieu. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo,
Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto et benedico. Grazie. Il faut comprendre que ce message n'est pas improvisé, il est travaillé. Il correspond à son Laudato Si. Laudato Si est daté du 24 mai 2015, publié le 18 juin 2015 par le Vatican en 8 langues. Il s'agit sans doute du document magistériel le plus important depuis le Concile Vatican II entre 1962 et 1965. Ce discours que vous venez d'écouter, d'entendre, comporte les mots-clés. Je ne veux pas dire que cela est caché, dissimulé, ceci est concentré. Il faut comprendre ce qu'il y a, l'ampleur de ce qu'il y a derrière ces mots, et beaucoup de personnes comprendront beaucoup trop tard ce que le pape a dit dans ce message que vous venez de voir. Il y a tellement de mots-clés, c'est incroyable. Ceci est pour moi une véritable confession de foi du nouvel ordre mondial. Il y a tous les mots-clés d'un gouvernement mondial, pas seulement économique, pas seulement religieux comme certains le pensent et le croient. La religion de l'humanité, pour l'humanité, par l'humanité, au-dessus ou sans Dieu. Et cela passe, doit et devra passer par l'éducation. L'éducation de qui? Des enfants malléables. Les mots que le pape a dit sont en douceur, sont filtrants. On peut comprendre ce que l'on veut. Ce n'est pas choquant. La preuve, ce discours, ce rendez-vous, passe comme une lettre à la poste. Depuis de nombreuses années, il y a un travail souterrain au niveau des religions, au niveau des dénominations chrétiennes par l'écuménisme et également au travers de l'éducation humaine par l'ONU. Phrase extrêmement importante. Je désire vous rencontrer à Rome pour activer ce pacte. Mes frères et sœurs, ce jour va passer comme une lettre à la poste, alors que prophétiquement, c'est l'activation du pacte. Le pape François s'est réuni avec plusieurs leaders musulmans pour mettre en place, au Moyen-Orient, 3 immenses édifices, 3 mégatemples qui vont être édifiés.
Elle rassemblera une église, une mosquée et une synagogue. Et ceci aura pour nom la maison de la famille d'Abraham. Selon moi, le pape cherche clairement à unir toutes les religions mondiales. Et pourquoi? Pour livrer à l'Antichrist une religion mondiale à travers laquelle ils contrôleront les masses au niveau international. Tout cela se prépare en ce moment. Les fondations sont posées pour un gouvernement mondial. Réveillez-vous, ce geste historique entre le pape François Ier et le grand imam d'Al-Azhar, Alam al-Taïd, porte ses fruits. Ce projet est un hommage à Abraham, qui est pour les juifs, chrétiens et musulmans comme un père commun. Soyez attentifs, c'est un complexe qui rassemblera une église, une mosquée et une synagogue. Ce complexe aura une structure indépendante à chaque religion et aura un espace commun pour se réunir. Observez bien ce complexe, ces 3 temples qui vont être édifiés à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. N'est-il pas curieux que l'Église catholique, qui a toujours arboré au cours des siècles une croix au sommet de ces édifices, entrevoit dans ce projet, voyez par vous-même, un édifice sans témoignage de la crucifixion. Que répond le pape François à tout cela? Il affirme qu'il préfère éliminer des éléments pour l'œcuménisme. C'est un homme qui promouvoit l'union des religions au niveau mondial afin de contrôler les masses. Car celui qui contrôle les religions peut contrôler une grande multitude d'hommes dans le monde entier, afin de remettre la domination et le pouvoir à l'Antichrist. Selon Apocalypse, pendant la grande tribulation, la parole dit que personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête, et que le faux prophète fasse que tous adorent l'Antéchrist. Et c'est ce que veut le pape François. Ses actions en témoignent par tous ses déplacements, tous ses pactes et réunions qu'il entreprend. Pour la première fois dans l'histoire, le pape François s'est réuni avec le leader catholique orthodoxe de Russie. Le pape François est un homme audacieux, un homme astucieux. C'est un homme qui, dans son idéologie, dans ce qu'il croit, il a trouvé le moyen de semer ses convictions face à tous, que ce soit en Turquie ou dans les pays asiatiques, en rencontrant les principaux acteurs de chaque religion, pour établir une religion mondiale, qui va adorer l'Antéchrist, qui va adorer le dragon, qui est le diable selon la parole de Dieu dans l'Apocalypse. L'ONU, pour sa part, cherche des moyens de mettre en place un gouvernement mondial. Et le Vatican cherche à établir une religion mondiale. Et d'autre part, il cherche à établir une monnaie mondiale. Certains avancent que cette monnaie mondiale sera virtuelle. Facebook travaille dans ce sens afin de proposer une monnaie virtuelle qui s'appellera Libra. La Suède va dans le sens de supprimer la monnaie fiduciaire afin d'établir un moyen de paiement avec un microchip implanté dans la main. Le monde entier va dans ce sens. Depuis de nombreuses années, j'ai des arguments avec des personnes qui sont persuadés qu'un jour ils vont se réveiller et dans leur boîte aux lettres, il y aura une convocation pour aller se faire mettre une puce sur la main et qu'on leur annoncera que s'ils n'acceptent pas, ils ne pourront plus utiliser leur carte de crédit. Depuis des années, je dis que ce n'est pas comme ça que ça se passera. Maintenant, nous savons comment cela va se passer. Cela va se passer en douceur. Here's a document from the Rockefeller Foundation called Lockstep. Lockstep. In 2010, they published this, Rockefeller Foundation, and here's what they're saying. Lockstep. A world of tighter, top-down government control and more authoritarian leadership with limited innovation and growing citizen pushback. In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years, nobody was anticipating a pandemic, finally hit. Unlike 2009's H1N1, this new influenza strain originating from wild geese, even the most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20% of the global population and killing 8 million in just 7 months, the majority of them healthy young adults. The pandemic also had a deadly effect on economies. You can see the agenda
just naked, raw, naked control agenda written down, and it's anybody's guess how this becomes effectuated in real life. So whether this is written specifically as marching orders or whether people take it upon themselves in the intelligence networks to say, okay, well, this has been produced, so this is the plan here. But these narratives have to be written in advance because the intelligence agencies don't know how to do these narratives. They need help. So these think tanks, they come up with these like Rand Corporation, Rockefeller Foundation. These are think tanks of death. They're not the think tanks, they're not there to find great ways to help people. The pandemic also had a deadly effect on economics. International mobility of both people and goods screeched to a halt, right? Which is what they want. They want a completely isolated world, right? And they want you at home in your house in front of the TV. Then they got you. Because once you watch the TV, they own your soul. Even locally, normally bustling shops and offices sat empty for months, okay? So the pandemic blanketed the planet, though disproportionate numbers in Africa died. Southeast Asia and Central America, where the virus spread like wildfire. But even in developed countries, containment was a challenge. Now here's this one. I love this one. The United States' initial policy of strongly discouraging, in quotation marks, strongly discouraging citizens from flying proved deadly in its leniency, accelerating the spread of the virus not just within the United States, but across borders. However, a few countries did fare better. China in particular. The Chinese government's quick imposition and enforcement of mandatory quarantine for all citizens, as well as its instant and near hermetic sealing off of all borders, saved millions of lives. So the message is here is we have to look towards the Chinese, the oppressive totalitarian. Yeah, Chinese regime as an example of what we need to be doing here. And of course, the ruling class here loves the Chinese regime because they have demonstrated to the ruling class the most efficient form of capitalism, which is authoritarian capitalism. China's government was not the only one that took extreme measures to protect its citizens from risk and exposure. During the pandemic, national leaders around the world flexed their muscles, flexed their authority, and imposed airtight rules and restrictions, from the mandatory wearing of face masks to body temperature checks at the entries to communal spaces like supermarkets, okay? So basically what they're saying is they're building a system where every move you make, you gotta go through them. Even after the pandemic faded, this more authoritarian control and oversight of citizens and their activities stuck and even intensified. In order to protect themselves from the spread of increasingly global problems, from pandemics and national terrorism to environmental crisis and rising poverty, leaders around the world took a firmer grip on power. At first, the notion of a more controlled world gained wide acceptance and approval. I'm sorry, nobody likes this stuff. Citizens willingly gave up some of their sovereignty and their privacy to more paternalistic states in exchange for greater safety and stability. I mean, that's just a complete naked contradiction to the famous saying that if you think you're going to give up a little bit of security, I mean, if you're going to give up your freedom for security, you're going to get neither. Unless we can break through the apathy, because that's what we have here, then it's going to be a slave state here. The ruling class doesn't seem to have too much resistance. They're getting everything on their Christmas shopping list. And they've been wanting quarantines and curfews for a long time. Now they got it. And if you want to live in a world where you're tricked into all this stuff because it's for your safety, right? And if you want to have a probe and make sure you got to check your pockets, make sure you don't have anything incriminating on you before you go out, and when you step out of your house, you want some police there to monitor and see what you're doing. If that's the world you want to live in, be apathetic, don't do anything. You're going to get that world very soon. It's coming your way, definitely. So one of the things that has been missing from the toolkit of total control has been quarantines and curfews, right? Mm-hmm. So now, welcome to the new world in America.
If the ruling class ever saw wide-scale civil unrest, you'd see an Ebola outbreak in America. The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. China's pursuing an ambitious plan to create an omnipresent video surveillance network, integrate video surveillance from cities into villages and from roads into residential compounds. It aims to use artificial intelligence, big data and deep learning to analyze this mountain of video evidence, to work out who's doing what, where and when. These cameras are looking at a road junction and they're identifying everything that's passing through. They're looking at cars, reading the number plates, and they're looking at pedestrians, classifying pedestrians according to their age, their gender, what kind of clothes they're wearing, even what kind of hairstyles they have. The Sharp Eyes project has already been rolled out in more than 50 cities. So far, the tech doesn't quite match the ambition, but experts agree that facial recognition is improving fast and is a technology of the future. Concerns are being raised about whether the system will be used in China to unfairly target ethnic minorities, on dissidents and activists. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a de l'intelligence comprenne.